présenter pour la suite. Émilie, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Priou. Je suis chef de projet cybersécurité au sein du groupement e-santé Pays de la Loire et nous accompagnons les professionnels et établissements de santé au déploiement des outils numériques et à l'usage des outils numériques et moi, du coup, plus particulièrement sur la partie cybersécurité, sécurité numérique. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous sensibiliser à la sécurité numérique, vous partager des bonnes pratiques pour, dans votre quotidien, en fait, limiter les risques. Si on est prêt, je pense qu'on peut y aller ou on attend encore un petit peu. J'ai pas d'autres personnes en salle d'attente, donc on peut. Ok, bon, on va se lancer. Puis bah, s'il y a des participants en cours de route, on les adaptera, on les ajoutera. Donc, sensibilisation à la sécurité numérique. Donc, déjà, quelques idées reçues sur la cyber, qui est un mot qui fait parfois peur. Souvent, on se dit que c'est trop compliqué. Moi, je suis pas un expert en informatique, donc je vais pas y arriver. Or, c'est pas le cas. Voilà, moi, j'ai pas une formation voilà, technique côté cyber. Et pourtant, je fais de la cyber. Donc, comme quoi, c'est aussi à la portée voilà, de tous. Il y a des actions qui peuvent être mises en place qui sont assez simples et qui peuvent du coup voilà, être à la portée de tous. La sécurité du site, c'est pas que l'affaire de son prestataire informatique. Voilà, on sait que du coup, il y a beaucoup de tentatives de phishing qui sont faites aujourd'hui par les cyberattaquants. Et voilà, chaque utilisateur d'outils numériques peut être du coup victime. Et voilà, si on a des points de vigilance que l'on suit, s'il y a des petits outils qu'on met en place, on peut aussi du coup être acteur dans la sécurité de son système d'information. Et puis, autre idée reçue également, on pense parfois que voilà, moi, en tant que professionnel de santé libérale, dans mon cabinet, dans une ville de petite, moyenne taille ou à la campagne, ou même dans une grande ville, bah, moi, je suis un professionnel, je ne suis pas dans un gros établissement, je ne suis pas dans un CH ou un CHU, donc du coup, bah, mes données, elles intéressent personne, c'est trop petit, voilà. Et ça, c'est pas forcément le cas, parce que les cyberattaquants sont très opportunistes. Et en fait, ils vont envoyer des tentatives d'attaque un peu voilà, à la volée, on va dire. Et pour le coup, voilà, ceux qui sont pris au piège, malheureusement, ça peut être des gros établissements de santé, ça peut être aussi des entreprises. Voilà, c'est totalement opportuniste. Donc, malheureusement, personne n'est à l'abri. Donc, les menaces qui pèsent le plus, en fait, sur le secteur de la santé sociale, aujourd'hui, c'est vraiment les attaques à finalité lucrative. Ça va être soit un chiffrement des données par ce qu'on appelle un rançongiciel, ransomware en anglais, du coup, à des fins d'extorsion. On va du coup vous bloquer vos données ou faire une exfiltration de données pour ensuite, du coup, après les monnayer. Si vous payez, je vous rends vos données. Voilà, ce genre de système, c'est principalement ce qui est observé. Et aussi, voilà, exfiltration aussi de données à des fins d'extorsion, disant voilà, je vous ai volé des données, si vous me payez, je vous les rends. Ou alors, sinon, c'est pour les revendre sur ce qu'on appelle le dark web, en fait, du coup, on va dire la face cachée d'Internet où les cybercriminels se retrouvent. Il y a aussi d'autres types de menaces. Là, elles sont moins présentes sur le secteur de la santé. Ça va être la compromission à des fins de fraude. Donc ça, on l'a vu à un certain temps, c'était des vols d'accès des professionnels pour faire des faux documents. Surtout sur la période Covid, il y avait beaucoup de faux passes sanitaires qui étaient produits, des fausses ordonnances aussi, ça peut arriver, même si aujourd'hui, ça arrive encore, mais c'est moins ce qu'on retrouve sur le secteur. Il y a aussi l'espionnage. Là, ça va être par exemple dans des études cliniques, choses comme ça, données médicales, des données de recherche qui vont être volées et surtout aussi parfois pour déstabiliser. Voilà, il y a différentes techniques. On peut par exemple modifier un site web, changer un numéro de téléphone pour récupérer voilà, des appels, récupérer des informations, prendre des données, puis après on les divulgue voilà, au grand public pour pouvoir mettre à mal une institution, une organisation. Ça, ce sont des choses aussi qui sont vues. Là, je vous ai mis quelques exemples, voilà, des faux arrêts maladie qui étaient du coup vendus sur Snapchat. Alors, quelques euros, 15, 20, 30 euros l'arrêt maladie, vous en faites une centaine dans la journée, ça va assez vite, hein, c'est assez lucratif pour les cyberattaquants et ça met du coup les professionnels qui sont identifiés comme du coup prescripteurs de ces faux arrêts en difficulté. Donc ça, c'est voilà, un cas qui avait été vu. En 2023, c'était des médecins généralistes qui étaient du coup ciblés par un phishing qui utilisait l'identité de Doctolib en disant voilà qu'il y avait des choses qu'il fallait revoir, il fallait se connecter. Et du coup, ça avait entraîné des vols identifiants, un blocage de l'agenda en ligne et des accès non autorisés à des données patients. Donc voilà, c'est des choses aussi qui peuvent arriver. Et puis, il y a un autre exemple, par exemple, une dizaine de cabinets dentaires qui ont été attaqués
du coup, voilà, qui n'avaient plus accès à leurs informations. Donc voilà, c'était en Gironde, ils avaient ce qu'on appelle voilà, un rançongiciel. Et du coup, ils ont dû, eux, payer les éléments. Hop. Donc les enjeux, en fait, sur le secteur de la santé, donc voilà, les données des systèmes d'information de santé, l'objectif, c'est qu'elles soient disponibles à tout moment. Quand vous recevez un patient, vous avez besoin de pouvoir accéder à ses données, pardon, avoir accès à son historique, avoir du coup ses antécédents, voilà, les traitements qu'il a pu prendre, qu'il prend en cours et tout ça. Donc ça, voilà, besoin de disponibilité immédiate. Il y a aussi l'intégrité des données qui est ultra importante, parce que vous avez besoin que l'information elle soit précise, elle soit complète, ni altérée ni altérable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été modifiée par quelqu'un qui n'était pas habilité. Voilà, elles ne peuvent être modifiées que des personnes qui ont le droit d'accéder à ces informations, d'y toucher. Bien sûr, le secret professionnel, en plus du secret médical, voilà, il y a la confidentialité. Ne doivent voir les professionnels que les données auxquelles ils ont le droit d'accéder et ils ont l'autorisation, ils sont habilités. Et puis tout ce qui est preuve et contrôle, donc c'est assurer la non-répudiation, donc être sûr, on ne peut pas renier d'avoir reçu ou non un message, et puis le contrôle, le bon déroulement en cas d'audit, de certification, ce genre d'éléments. Je vais vous proposer un petit quiz. Alors, je vais changer le partage. Je vais le mettre là-dessus. En espérant que c'est bon. Est-ce que vous voyez le quiz ou pas? J'ai un doute. Et on voit le QR code. Voilà. Alors, soit vous flashez le QR code, soit vous allez sur vous tapez kahoot.it dans Google et il va vous le donner. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, de renseigner son adresse mail. C'est vraiment juste une fois que vous êtes sur le site, soit vous pouvez taper le code PIN 145 443, 444, pardon. Voilà. Et puis on va pouvoir du coup se lancer. Il va vous proposer un pseudo, vous avez trois possibilités. Si jamais le premier ne vous convient pas, vous pouvez le changer. Vous avez droit jusqu'à trois choix. Donc, ça permet voilà, de garder l'anonymat. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. L'objectif, là, c'est de façon ludique. Voilà, il y a 15 questions et ça va être voilà, de voir votre niveau et puis vous poser des petites questions sur la sécurité du SI. Je ne sais pas si d'autres personnes du coup veulent se connecter. Pour l'instant, j'ai que 2 participants. 3. Bon, je vais lancer le quiz pour être sûr de rester dans les délais. Après, même si vous ne le faites pas sur le téléphone, vous pouvez toujours suivre avec nous les différentes questions. Alors, un mot de passe robuste. Normalement, du coup, ça vous présente les réponses. Euh, du coup, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est une réponse en fait à choix multiple, on va dire. Soit ça comporte des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux. Ça possède au moins 12 caractères. C'est écrit sur un post-it bien caché. Ça peut être réutilisé ou partagé entre utilisateurs. C'est défini pour un usage unique. Ou ça se compose de la date de naissance et du nom de mes enfants. Alors, voilà, ça, c'est les réponses. On reviendra dessus après. Du coup, là, on fait le quiz et ensuite, il n'y a pas de souci. Je vous représenterai les bonnes réponses. Mais effectivement, c'est minuscule, majuscule, chiffre, caractères spéciaux, au moins 12 caractères et usage unique. Alors là, vous avez un exemple. Alors, je vais vous le lire, mais voilà. WXCVBN, virgule, point, virgule, 2 points, point d'exclamation 1, 2. Selon vous, est-ce que ça correspond à un bon mot de passe ou un mot de passe qu'on appelle robuste? Vrai ou faux?
Alors effectivement, c'est faux. Et si vous regardez votre clavier, en fait, c'est la dernière ligne du clavier de l'ordi. Et du coup, c'est en fait l'opposé de l'AZERTY. L'AZERTY, c'est la première, là, vous avez la dernière. Ça correspond bien à certains critères, mais en fait, c'est quelque chose qu'une machine va tester rapidement puisque c'est une combinaison qui est assez plausible. Alors, il est recommandé d'activer l'authentification multifacteur lorsqu'elle est disponible. L'authentification multifacteur, par exemple, c'est comme quand vous vous connectez à votre application bancaire, ça va vous envoyer un SMS où vous devez renseigner le code pour confirmer. Voilà, c'est ce genre de système où vous avez une double authentification. Une première avec un login mot de passe et la deuxième en général avec un code par SMS où on vous renvoie un email pour pouvoir confirmer voilà, votre identité, ce genre d'élément. Donc, est-ce qu'il est recommandé de l'activer lorsqu'elle est disponible et c'est un vrai ou faux? Je vais continuer, moi. Alors, je pense qu'il y a eu un couac sur la question, parce qu'effectivement, c'est vrai. Je vais à la suivante. Quel est le meilleur moyen de conserver mes mots de passe en sécurité? Alors, vous les notez sur un carnet rangé dans un tiroir sous clé. Vous utilisez ce qu'on appelle un coffre-fort ou gestionnaire de mots de passe. Vous les enregistrez dans un navigateur web pour ne pas les oublier, ou vous les listez dans un fichier Excel que vous verrouillez ce fichier par un mot de passe robuste. Et là, il y a une seule bonne réponse. En fait, c'est d'utiliser un coffre-fort ou gestionnaire de mots de passe. Ça, c'est vraiment cette version la plus sécurisée pour pouvoir conserver des mots de passe. Et je vous montrerai après ce qu'il en est. Alors, le niveau de confidentialité des échanges est-il identique sur Gmail ou Outlook que sur une messagerie sécurisée de santé? Là, c'est un vrai faux. Est-ce que du coup, si j'utilise Outlook ou Gmail, c'est voilà, parfait. Et effectivement, la messagerie sécurisée de santé est plus sécurisée que Gmail ou Outlook. Transférer mes mails de ma boîte pro vers une adresse personnelle ne présente pas de risque particulier. Vrai ou faux? Effectivement, c'est faux. Et la réciproque est faux également, hein. Il y a aussi un risque si vous transférez à l'inverse, du coup, du perso vers le pro. À quel élément dois-je faire attention lorsque je reçois un mail? Donc, surtout des mails avec des liens ou des choses comme ça. Donc là, il y a plusieurs réponses possibles. L'expéditeur, le lien à cliquer quand il y en a un, la présence d'un contenu alarmant ou alléchant et la date et heure d'envoi. Là, il y a bien plusieurs réponses possibles. Mais en fait, toutes. On n'y pense pas beaucoup à la date et heure d'envoi, mais si vous avez par exemple un collègue qui n'est pas censé travailler à 2 heures du matin ou un dimanche et vous recevez le message, peut-être que ça peut vous mettre aussi la puce à l'oreille, en plus de tout le reste. C'est vrai que ça peut voilà, donner un côté suspect au mail reçu. Il est recommandé de ne pas télécharger d'applications en dehors des marchés officiels ou du site de l'éditeur. Vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. Il faut vraiment privilégier, notamment tout ce qui est application, voilà, les stores officiels des téléphones, choses comme ça, pour protéger mes outils numériques professionnels. Alors, j'applique les mises à jour de sécurité recommandées. Je redémarre mon matériel tous les jours. J'installe tout ce que mon voisin informaticien me conseille et je n'utilise pas de matériel obsolète. Là, vous avez du coup aussi plusieurs bonnes réponses. Alors, pour redémarrer le matériel, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est pas forcément indispensable. C'est pas ça qui va vraiment donner sécuriser les postes et surtout, voilà, bien installer les mises à jour quand elles sont recommandées, ne pas les reporter à plus tard parce que ça laisse la possibilité qu'une faille soit présente. Et surtout, effectivement, ne pas utiliser de matériel obsolète qui, là, peut laisser aussi des failles qui sont des portes d'entrée pour les cyberattaquants. Brancher un téléphone ou une tablette sur un ordinateur est sans risque. Vrai ou faux?
Effectivement, c'est faux. Vous pouvez avoir un risque et du coup, il y a des outils qui vous permettent de brancher pour uniquement avoir le chargement électrique et pas le passage de données qui, dans un sens ou dans l'autre, peut affecter vos matériels. L'installation d'un antivirus suffit à protéger mon matériel numérique. Vrai ou faux? Alors, c'est faux, effectivement. L'antivirus, c'est le premier outil, on va dire la première étape. Après, il faut veiller à ce qu'il soit à jour, parce qu'ils sortent une quantité de virus par jour qui est assez incroyable. Mais ça ne suffit pas à protéger ces outils. Je peux utiliser mon matériel pro pour un usage personnel sans risque. Vrai ou faux? Effectivement, c'est faux. Il faut vraiment faire attention de bien séparer au maximum les usages pro-perso. Tout ce qui est mot de passe aussi, ne pas utiliser un mot de passe pro pour des usages perso et vice-versa. C'est important de séparer ces deux éléments-là. Alors, j'ai cliqué sur le suivant, il me l'a pris ou pas? Alors, me connecter à un réseau Wi-Fi public en utilisant un mot de passe robuste comporte des risques. Euh, vous connectez à un Wi-Fi où là, il vous demande du coup de renseigner un mot de passe pour accéder au Wi-Fi et du coup, le mot de passe est considéré comme robuste. Est-ce que pour autant, c'est un risque ou pas? Eh ben oui, ça comporte des risques quand même parce que vous n'êtes pas sans risque de savoir si peut-être le Wi-Fi a été piraté en amont, donc le mot de passe est toujours présent, mais potentiellement quelqu'un peut écouter ce qui se passe sur ce Wi-Fi. Donc effectivement, les Wi-Fi publics sont à éviter. Je vous donnerai des astuces tout à l'heure pour utiliser d'autres moyens de connexion. Question sur les sauvegardes à présent. Pour bien sauvegarder mes données, il est recommandé donc d'avoir plusieurs sauvegardes, d'effectuer régulièrement des tests de restauration complet de ces données, d'avoir une copie physiquement déconnectée du SI ou d'encourager l'usage des clés USB. Et là, vous avez plusieurs réponses. Mais en fait, effectivement, il faut avoir plusieurs sauvegardes, c'est recommandé, parce que si vous avez par exemple un disque dur externe où tout est dessus et que le disque dur externe rend l'âme, malheureusement, vous perdez vos informations. Que ce soit pas branché en permanence à Internet, parce que du coup, un attaquant, s'il passe par votre outil numérique, peut aller dans votre sauvegarde et récupérer les informations. Et puis vérifiez surtout que la sauvegarde est fonctionnelle, que tout ce qui est copié est bien copié, que vous pouvez les récupérer. Et enfin, dernière question, suite au comportement suspect d'un équipement, que fais-je? Alors, je le débranche électriquement, je l'éteins, je le déconnecte du réseau, Wi-Fi ou câble, ou je le redémarre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Réponse recommandée. Alors, il faut le déconnecter du réseau. Ça, c'est vraiment la première étape à faire pour éviter que ça se propage. Si vous êtes plusieurs à utiliser le même système d'information, si vous avez un poste infecté, si celui-ci reste connecté à Internet, ça peut se diffuser, se propager. Donc, la première étape, en gros, c'est de le mettre en quarantaine. Voilà, vous le déconnectez ouais, et ça permet de le couper, de l'isoler. Après, vous pouvez aussi l'éteindre, mais le problème, c'est de l'éteindre. Du coup, ça enlève des traces que les informaticiens peuvent utiliser. Le redémarrer, ça, voilà, ça joue pas forcément. Pareil, si la poste est infecté, vous allez juste le redémarrer. Il restera infecté tout autant. Et le débrancher électriquement, le courant électrique finira qu'après, potentiellement, le PC sera HS, mais n'empêchera pas la possible diffusion aux autres outils. Voilà, hop, résumé de la session. Donc, je vous remercie. Un petit podium. Donc, bravo à Aigle Délicat qui a remporté le quiz. Hop, et je vais rebasculer sur hop, ma présentation. Vous revoyez bien à nouveau le support? Oui, c'est bon? Oui, Super. Alors, les bonnes pratiques. Donc, un mot de passe, c'est un seul usage. C'est vraiment en fait la recommandation de base parce que si votre mot de passe fuit et que vous l'utilisez à plusieurs en fait, applications, plusieurs sites internet, choses comme ça,
potentiellement, s'il est corrompu, en fait, vous allez avoir des impacts et ça va être compliqué. Donc, utilisez un mot de passe qu'on appelle robuste. C'est du coup voilà, pour accéder à votre session utilisateur. Et quand vous quittez la session, vous pouvez aussi prendre l'habitude de la verrouiller. Quand votre PC n'est pas, voilà, vous n'avez plus l'œil dessus, vous pouvez le verrouiller. Il existe du coup des raccourcis sur Windows. Vous faites la touche Windows L, vous verrouillez votre session. Sur Mac, c'est CTRL commande plus tu. Et ça vous permet également de verrouiller votre session. Voilà, en trois petits gestes assez simples. Et voilà, vous vous absentez pour éviter que quelqu'un puisse jeter un coup d'œil à ce qui se passe sur votre écran, si vous avez une boîte mail d'ouverte, choses comme ça. Ça permet de s'assurer que votre PC est non utilisé pendant votre absence. Donc, ce qu'on disait, mot de passe fort ou robuste, c'est au moins 12 caractères. Mais on n'y pense pas toujours, mais on peut aussi utiliser une phrase d'à minima 7 mots. Et c'est souvent plus facile de se rappeler une phrase que des lettres ou des chiffres pris au hasard. Et vous savez aussi, vous pouvez même prendre les espaces qui sont des caractères qui, dans la plupart des mots de passe, sont pris en compte. Ça permet aussi de complexifier. Il faut du coup majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres dedans. Et ce qu'il faut éviter aussi de faire, c'est tout ce qui est les incrémentations. Vous changez le numéro à la fin, vous le rajoutez devant. Voilà, parce que si votre mot de passe, malheureusement, est corrompu, une machine va rapidement essayer toutes les combinaisons possibles en mettant des chiffres derrière, devant. Enfin, voilà. Ça, maintenant, c'est plus un humain qui essaie de craquer les mots de passe, c'est des machines qui le font et qui peuvent tester des combinaisons de mots de passe à une vitesse assez fulgurante. Donc voilà, plus c'est simple, plus malheureusement ça peut être facilement devinable. Et il y a un exemple, c'était arrivé il y a plusieurs années, hein, c'était en 2022, donc ça commence à dater depuis. Le site Amélie a été sécurisé davantage. Mais en fait, le site avait été piraté et à l'origine, c'était des professionnels, c'était Orange, la boîte mail Orange qui avait été piratée. Et les gens avaient fait des transferts. Les gens qui travaillaient à l'assurance maladie avaient fait des transferts de leur mail pro vers leur boîte mail perso. Donc, il y avait leur adresse mail pro qui était présente dans les listes de mails reçus dans la boîte perso. La boîte perso étant été attaquée, ils ont trouvé les adresses mail pro. Ils ont été testés avec le même mot de passe que ce qu'ils avaient trouvé sur la boîte perso. Manque de peau pour la personne, c'était le même mot de passe qui était utilisé. Donc, ils ont réussi à s'infiltrer sur le site de l'assurance maladie et dans les données en fait de l'assurance maladie. Et c'est là où en fait il faut bien du coup séparer les deux usages et faire en sorte qu'on les retrouve pas. Autre pratique sur les mots de passe, ne pas enregistrer ses mots de passe dans son navigateur web. Parce qu'effectivement, si votre machine est corrompue, si quelqu'un arrive à prendre la main dessus, il peut ainsi récupérer vos mots de passe s'ils sont enregistrés dans le navigateur. Il existe ce qu'on appelle un coffre-fort numérique de mots de passe. Il y a plusieurs exemples, KeePass XE, KeePass, qui est d'ailleurs recommandé par l'ANSSI, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bitwarden, qui lui est une version payante, qui existe aussi. Et là, par exemple, fin d'été dernier, il y avait une disparition des mots de passe enregistrés dans Google Chrome. Ça a touché 15 millions d'utilisateurs. Par chance, ils ont pu les récupérer, mais ce n'était pas garanti au départ. Et ils ont été quand même sans mot de passe pendant plus de 18 heures, ce qui est assez conséquent. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est aussi du coup, voilà, des vols, il peut y avoir des vols aussi de mots de passe qui peuvent être faits par des outils. Et voilà, après, vous êtes embêté parce que du coup, ils ont accès à vos informations, ils peuvent récupérer des éléments. Et c'est assez compliqué. Quand vous avez du coup tout ce qui est téléphone professionnel, tablette, pensez à changer le code PIN qui est fourni par défaut. Quand vous achetez une machine, quand on achète un smartphone, c'est quadruple zéro par défaut. Bien penser à le changer parce que si on vous vole votre téléphone, c'est le premier code qu'une personne va essayer, le quadruple zéro. Et surtout, bah, ces codes PIN, les garder secrets. Et puis voilà, utiliser l'authentification à plusieurs facteurs quand elle est disponible, ce qu'on appelle MFA, authentification multifacteur. Vous pouvez avoir ProSanté Connect, CPS, ICPS, voilà, qui sont disponibles. Messagerie classique et messagerie sécurisée de santé. Donc effectivement, là, tout le monde avait bon sur la réponse. Utiliser une messagerie sécurisée de santé ou MSS, c'est indispensable pour tout ce qui est échange de données sensibles ou à caractère personnel entre professionnels de santé et ou avec les patients. Via mon espace santé, il y a du coup une messagerie sécurisée de santé pour partager ordonnances, choses comme ça. Voilà, un petit exemple vraiment visuel classique d'une messagerie en fait classique. En gros, c'est une carte postale, on voit tout le texte, on voit l'expéditeur, il n'y a aucun secret. Messagerie sécurisée de santé, voilà, vous ne voyez absolument rien, le contenu n'est pas accessible. Je l'ai dit tout à l'heure, éviter tout ce qui est renvoi, transfert de boîte pro, boîte perso et vice-versa. Si effectivement, ça permet en fait d'exploiter des informations. Si jamais l'une des boîtes est compromise, ça peut rajouter un risque supplémentaire. Et puis, voilà, tout ce qui est phishing, tentative de phishing, voilà, se méfier de tout ce contenu alarmant, urgent ou qui vont vous demander des informations sensibles. Il y a des points de contrôle qu'on va voir juste après que vous pouvez regarder qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, vous alerter. Et surtout, ne pas hésiter à signaler le message, à le mettre en spam ou à bloquer l'expéditeur.
Et si jamais vous voulez vérifier si votre adresse de messagerie a été présente dans une fuite de données ou plusieurs, vous avez ce site I have been pwned qui est marqué en bas là en petite astuce. Vous renseignez votre adresse mail et en fait, ils vont vous donner, ils vont essayer de voir si l'adresse a déjà été trouvée dans des fuites de données qui sont connues. Et voilà. Et si jamais votre adresse ressort, si ça fait en fonction de quand date la fuite de données, si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis, moi je vous recommande de changer votre mot de passe pour vous assurer du coup que voilà, ce soit plus sécurisé. Voilà, restez surtout vigilant quand c'est des mails qui ont des pièces jointes ou des liens. Ça, voilà, c'est vraiment du hameçonnage. Donc là, un exemple qu'on voit moins aujourd'hui parce que voilà, c'est un peu trop gros et malheureusement, les cyberattaquants se perfectionnent avec le temps, plus l'IA qui les aide beaucoup. Voilà, donc un objet de mail avec un contenu alarmiste ou là, du coup, alléchant avec un remboursement. Un nom d'expéditeur qui est inhabituel. Voilà, en plus, là, c'était très gros, hein. On a fait exprès. Il peut y avoir une usurpation de nom. Ça peut être aussi des contenus, du coup, avec des expéditeurs que vous connaissez, mais du coup, ils ont pris leur nom. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Et si jamais c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous trouvez que la demande est bizarre, qu'elle n'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter l'expéditeur identifié, enfin, qui doit être cette personne-là, par un autre canal, passer un coup de fil. Est-ce que c'est bien toi, tu m'as envoyé ce mail-là, machin, telle date, voilà, pour confirmer l'envoi ou non du message. Donc là, s'il y a une demande inhabituelle qui demande soit des informations confidentielles avec en plus un caractère d'urgence avec un délai hyper court pour faire, voilà, les cyberattaquants jouent sur la panique des gens. La panique, le fait de dire oh là là, il me faut que je le fasse tout de suite maintenant, c'est grave et tout. Voilà, ils jouent vraiment là-dessus pour que en fait les gens ne prennent pas les quelques secondes nécessaires à se poser en disant attendons, je regarde d'abord le contenu, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ça me semble logique ou pas. Il y a souvent en plus une citation, un lien à cliquer, et ça, on le retrouve ça quasi systématiquement. Il y a aussi parfois encore quelques pièces jointes, mais c'est un peu plus rare. Donc surtout aussi, faire attention, votre antivirus, votre anti-spam, voilà, va vous les mettre en indésirable parfois, donc bien suivre aussi ce qu'il vous dit à ce moment-là. Donc, il y a le phishing, ça c'est par mail, mais il y a aussi le smishing, on en a aussi de plus en plus. C'est là du tentative de hameçonnage, mais par SMS. Là, toujours, le lien à cliquer, c'est quasiment systématique là, dans tous les exemples que vous avez. Et puis, le caractère d'urgence. Il faut remplir le formulaire si on veut rester couvert. Si on veut notre colis, il faut cliquer sur le lien. Le compte a été bloqué, le compte est restreint, contravention qui va tomber. Voilà. Là, c'est pareil. Encore des comptes alarmants, contraints de faire un paiement, choses comme ça. Donc, ça incite la personne à cliquer. Donc, voilà, bonne pratique. C'est important. Ne pas communiquer d'informations sensibles à la suite d'un SMS ou d'un message WhatsApp, parce qu'ils commencent à utiliser WhatsApp aussi, les cyberattaquants. Vérifier l'information du message par soi-même. Si c'est par exemple l'exemple que j'avais en SMS, la plateforme Netflix qui vous envoie un SMS, ne pas hésiter à attendre chez soi, à se connecter depuis son PC à son compte, à les regarder. Si effectivement vos informations pour le paiement ne sont plus bonnes, vous allez le voir sur le site directement une fois que vous êtes connecté. Donc ne pas répondre tout de suite aux SMS parce qu'ils ne sont pas quelques heures près. Bien attendre de pouvoir vous connecter sur le site et confirmer par vous-même. Surtout ne pas cliquer sur le lien. Voilà, en cas de doute, allez voir le site de l'organisme, choses comme ça, par vos moyens habituels pour confirmer. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez signaler les SMS, en fait, tentatives de phishing. Il y a un numéro, c'est un numéro national qui est mis à disposition. C'est le 33 700. Vous transférez le SMS. Et en fait, c'est une plateforme mise à dispo par l'État. Ils vont vous demander en fait le numéro qui vous a envoyé, la date et ensuite l'heure de l'envoi. Et après, la plateforme en fait va vérifier les informations que vous avez renvoyées. Et si c'est confirmé comme étant une tentative de smishing, ils vont envoyer ce numéro à l'ensemble des opérateurs téléphoniques de France, ce qui fait que le numéro va être bloqué par tous les opérateurs et il sera identifié comme suspicion de spam ou chose comme ça, et potentiellement, il ne pourra plus émettre. En tout cas, il pourra en appel, ce sera mis suspicion de spam, et en SMS, du coup, ils ne partiront plus. C'est du collaboratif, du coup, participatif pour tout le monde. Pour ce qui est logiciel et applications, donc ne pas partager d'informations à caractère personnel sur des applications que vous ne maîtrisez pas. WhatsApp, l'IA générative de plus en plus, ChatGPT, on évite de lui donner des informations trop personnelles parce qu'il est stock, hein. Il s'enrichit de toutes les informations dont on le nourrit. Donc, il va garder les informations et ça peut être réexploité par la suite. Pour tout ce qui est logiciel, application ou produit, surtout passer par les marchés officiels, que ce soit l'Apple Store, que ce soit Play Store pour les téléphones, les smartphones, des sites d'éditeurs, choses comme ça. Faire attention à ce qu'on télécharge parce qu'on peut malheureusement installer des solutions qui contiennent des outils malveillants.
Voilà, c'est ce que je disais. Et puis aussi, veiller au respect de la sphère privée des patients, tout ce qui est photos, vidéos, infos, ne pas stocker de photos, même si c'est des photos de plaies ou choses comme ça, sur son téléphone, qu'il soit pro ou perso, voilà, c'est pas forcément du coup, l'idéal. Et puis voilà, installer un antivirus et s'assurer de sa bonne mise à jour. Pour renforcer la sécurité, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites. C'est du coup, voilà, vérifier que votre matériel est bien en conditions de sécurité garantie et qu'il y a des mises à jour qui se font dès qu'elles sont proposées. Par exemple, Windows 10, cette version, ne sera plus maintenue par Microsoft à partir d'octobre de cette année. Ça veut dire qu'à partir de là, il n'y aura plus de mises à jour de sécurité qui seront faites sur tous les PC qui seront en Windows 10. Donc là, attention, ça peut donner lieu à terme à des failles de sécurité qui peuvent être exploitées par des attaquants. Donc l'idéal, c'est de passer sur Windows 11 ou de changer de système d'exploitation ou changer de PC si vous considérez qu'il est devenu obsolète et qu'il est un peu trop vieillissant. Mais voilà, ça, c'est des choses il faut faire attention. Refuser ou en tout cas limiter l'usage de dispositifs amovibles, tout ce qui est clé USB, disque dur externe, carte SD, smartphone ou des gadgets USB qu'on peut brancher, choses comme ça, ou même un simple câble si on ne maîtrise pas, si on ne sait pas d'où ils viennent. Ou à minima, lancer une analyse antivirus avant toute utilisation. Il y a eu des campagnes qui avaient été faites, je crois que c'était l'an dernier, je ne sais plus si 2023 ou 2024, où du coup, il y avait des courriers qui avaient été envoyés dans des établissements de santé à destination de médecins avec une carte SD ou une clé USB dans le courrier. Et ils disaient, si vous voulez plus d'informations sur tel sujet, branchez le matériel, le périphérique transmis. Par chance, elles ont été analysées par les services informatiques. Il n'y avait pas de virus, choses comme ça, de contenu malveillant dessus. C'était des contenus complotistes. Mais il y aurait pu y avoir quand même des éléments malveillants et ça aurait pu infecter du coup les PC de tout à chacun. Si vous avez des possibilités de chiffrer les périphériques, notamment de stockage, aussi bien interne qu'externe, on peut par exemple chiffrer un ordinateur pour que si jamais il est volé, les données ne puissent pas utiliser. C'est un informaticien fait assez facilement. Chiffrer un disque dur aussi. Comme ça, si vous le perdez, si on vous le vole, les données ne peuvent pas être exploitées ou c'est plus compliqué de les récupérer. Et puis, on n'y pense pas toujours, mais il y a aussi l'aspect sécurité physique des équipements, avec par exemple une prise parafoudre. Donc là, on n'est pas très sujet aux orages dans la région, enfin moins que certaines régions, quoique il y a eu des exemples dernièrement qui prouvent le contraire, mais voilà. Rien qu'une prise parafoudre sur votre alimentation électrique peut éviter de cramer les ordinateurs si jamais voilà, la foudre tombe à proximité ou l'installation électrique est compromise. Ça protège aussi votre matériel. Et puis, bah, dans la logique aussi, avoir des accès restreints et contrôlés, ne pas laisser une pièce ouverte avec un ordinateur à proximité, un téléphone qui traîne, des supports de stockage voilà, qui sont posés comme ça et accessibles à n'importe qui passerait par là. Voilà, éviter les usages pro-perso, ça, j'en ai largement parlé. Et du coup, en déplacement, ce qu'on disait pour le Wi-Fi public tout à l'heure, nous, on vous recommande surtout de plutôt passer par le partage de connexion 4G, 5G, depuis le smartphone. Sur les Wi-Fi publics, en fait, on ne sait pas spécialement qui est passé dessus avant, s'ils ont été compromis ou pas. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc voilà, au moins, si vous passez par votre partage de connexion par le téléphone, c'est une connexion qui est plus sécurisée parce que vous maîtrisez votre téléphone. Utiliser un filtre de confidentialité quand vous êtes en déplacement. Je ne sais pas si vous savez ce que ça existe. Alors, je peux essayer d'enlever le mien, mais je ne sais pas. C'est sûr qu'avec la caméra, vous le verrez. C'est j'ai un filtre. C'est un petit truc comme ça, voilà, qui se met devant l'écran et qui permet de faire en sorte que seule la personne qui est face à l'écran voit votre écran et voit ce qui se passe dessus. Les personnes qui sont sur les côtés en biais n'ont pas accès, en fait, ça biaise la vision sur l'écran. Il en existe pour smartphone aussi, quand vous prenez les transports en commun, choses comme ça, pour éviter que les gens regardent ce qui se passe sur votre téléphone, ce que vous faites dessus. Voilà, c'est des choses qui sont disponibles. Vous pouvez en acheter sur Amazon, tout ça, il n'y a pas de souci, ça reste accessible. Et c'est facile à installer. Sur les smartphones, c'est comme les coques de protection, les écrans de protection que l'on peut coller dessus. Et là, sur un ordi, vous avez des petits trucs autocollants sur les côtés pour pouvoir le fixer. C'est très, très simple. Et puis, quand vous devez recharger des smartphones, des tablettes, évitez tout ce qui est port USB public qu'on peut trouver dans les hôtels, les aéroports, les gares, le Busway à Nantes, par exemple. Voilà, ça, pareil, quelqu'un peut avoir installé un logiciel malveillant avant, malheureusement. Donc, voilà, privilégiez plutôt les prises électriques quand vous avez la possibilité de brancher électriquement. Ou sinon, utilisez ce que vous avez en image, ce qu'on appelle un data blocker, qui là va bloquer en fait le passage des données, qui ne va laisser passer que le courant électrique. Donc, et dans un sens et dans l'autre. Donc, rien ne sortira de votre téléphone, rien ne rentrera dans votre téléphone, uniquement le courant électrique. Là, ça permet de vous assurer que au niveau données, vous êtes sécurisé.
Et sur la partie sauvegarde, donc effectivement, il faut sauvegarder régulièrement. Donc, quand vous avez des logiciels métiers, bien sûr, chez l'éditeur ou prestataire qui est spécialisé, qui est certifié hébergeur de données de santé, vu le secteur dans lequel nous travaillons. Tout ce qui est support amovible, bien les isoler du réseau, les chiffrer idéalement et les stocker dans un endroit sécurisé, sous clé, pour les protéger des vols, mais aussi des sinistres, inondations, incendies aussi. Il faut penser à ce genre de cas. Important, c'est aussi de tester régulièrement la bonne exécution des sauvegardes, donc déjà que la copie de l'information et de la donnée se fait correctement, mais aussi que vous pouvez les réutiliser, les restaurer facilement et en totalité. Moi, j'avais dans une précédente vie connu des professionnels qui faisaient des sauvegardes d'eux, mais ma sauvegarde, moi, il n'y a pas de souci, elle se fait tous les jours à telle heure, c'est programmé, il n'y a pas de problème. Parce que quand ils ont voulu tester la restauration parce qu'ils avaient eu un problème, malheureusement, ils se sont rendus compte que, bah oui, c'était programmé telle heure à telle date, mais quand ils voulaient les restaurer, ils n'y arrivaient pas. Donc voilà, ça c'est important aussi de vérifier qu'on peut recharger du coup les données qui sont sauvegardées. Et puis, il y a aussi, voilà, au niveau des données, surtout dans le secteur de la santé, il y a des délais à respecter, donc bien détruire les données qui doivent être supprimées. Et là, c'est dans le cadre du coup du Code de la santé publique qui décrit ce qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi du coup des délibérations de la CNIL sur le sujet. Et en cas d'incident, donc là, la première étape, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment de déconnecter le réseau, le Wi-Fi. Donc, si c'est un câble, vous débranchez. Si c'est en mode avion, si c'est en Wi-Fi, vous le mettez en mode avion. Donc, ça, c'est l'idéal. Pour isoler, vraiment mettre en quarantaine le matériel potentiellement infecté. Éviter que ça se propage aux autres professionnels qui peuvent utiliser le même réseau que vous. Le maintenir sous tension, si c'est un PC portable branché sur batterie, parce qu'à un moment donné, s'il s'éteint, au redémarrage, l'informaticien perdra en fait un peu comme le petit poussé des traces que l'attaquant a pu laisser au niveau informatique. Donc ça, c'est important de le laisser sous tension. Prévenir voilà, votre prestataire informatique, votre fournisseur de services pour obtenir une assistance. Ils peuvent aussi vous aider là-dessus. Et puis signaler l'incident. Il y a le centre de réponse à incidents cyber territorial. Il y en a un sur les pays de la Loire. Donc, vous avez un numéro de téléphone. Et c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Ils sont là pour ça. Je vous ai mis le lien vers leur site internet pour plus d'informations. Là, c'est en fait des professionnels qui, selon le cas que vous leur décrivez, vont vous renvoyer vers des informaticiens, prestataires informatiques certifiés, accrédités, qui peuvent vous aider justement à, à retrouver en fait vos données, à débugger le problème, voilà, qui peut vous aider à investiguer sur le sujet. Et puis, ne pas hésiter aussi à décrire l'incident de sécurité sur le site cybermalveillance.gouv.fr et suivre tous les conseils aussi qu'ils peuvent vous donner en complément. Et puis, ne pas hésiter aussi à alerter les autorités compétentes, la CNIL, si vous suspectez une violation de données, si quelqu'un a eu accès à votre système d'information, potentiellement, il a pu consulter, voire exfiltrer des données auxquelles il n'est pas censé accéder. Donc, ne pas hésiter surtout à contacter la CNIL, sachant qu'il y a un délai de 72 heures du coup, pour contacter la CNIL. Et puis, déposer plainte aussi si l'incident est identifié comme étant d'origine malveillante. Vous pouvez faire un dépôt de plainte en tant que professionnel auprès soit de la gendarmerie, soit de la police, selon votre périmètre en fait, géographique, pour pouvoir du coup signaler que voilà, vous avez été victime d'un incident. Du coup, on a une fiche mémo sur notre site qui est disponible qui vous permet d'identifier tous les éléments à recueillir en amont d'une dépôt de plainte pour arriver en fait en gendarmerie ou en police avec bien le dossier complet et les bonnes informations à leur transmettre. Donc, un petit point protection des données RGPD, c'est pas mon périmètre forcément de niveau habituel, mais voilà. Surtout, va prendre en compte les exigences du RGPD, la réglementation qui est en vigueur, autant sur les informations aux patients, la tenue des registres, la conservation des données. La CNIL fournit beaucoup de documentation. Je vous ai mis des liens après adaptés au contexte justement en cabinet libéral, tout ça. Voilà, ne pas laisser accéder à des données, des documents ou infos des personnes qui sont non habilitées, bien entendu. Vérifiez les contrats avec vos prestataires aussi, pour tout ce qui est voilà, respect de la protection des données. Voilà, si vous avez un prestataire qui doit accéder à votre SI, voilà, il s'engage à ne pas utiliser les données, ne pas les télécharger, choses comme ça peut être aussi important. Et puis informer aussi les patients de l'obligation du respect de la protection de vos données à vous en tant que professionnel de santé. Parce que pour le coup, voilà, votre voix, votre visage lors des consultations, maintenant on le voit de plus en plus, certains patients peuvent filmer, enregistrer la consultation, pas à des fins voilà, forcément malveillantes, mais parfois, par exemple, pour leur repartager avec un membre de la famille parce qu'ils ont peur de ne pas tout comprendre, choses comme ça. Ça, ce sont aussi des données qui vous appartiennent à vous. Donc voilà, ils ne peuvent pas le faire sans votre accord. Donc ne pas hésiter. Nous, moi, j'avais vu dans des cabinets notamment d'échographie où les gens, voilà, en cas de grossesse, venaient et filmaient en fait, mais ils filmaient du coup
l'échographe, le professionnel, ils enregistraient sa voix, mais sans demander son accord. Donc là, non, moi j'ai vu des cabinets qui mettent maintenant, bah voilà, merci de ne pas enregistrer les séances sans l'accord du professionnel, parce qu'après, bah, ces choses, on peut retrouver sur Facebook pour partager la bonne nouvelle, mais bon, ce sont du coup la tête, le visage du professionnel de santé qui se retrouve forcément sur un réseau et il n'a pas choisi ce mode de partage d'informations. Donc là, voilà, vous avez aussi la RGPD, c'est pas que pour les professionnels, c'est pour tout citoyen européen. On doit du coup respecter aussi les exigences de la RGPD. Je vous ai mis quelques exemples de sanctions de CNIL, la CNIL. Vous pouvez regarder voilà, par rapport à 2024, c'est surtout voilà, sur du non-respect du droit d'accès au dossier médical. Et puis surtout, vous pouvez voir vers le Conseil national de l'ordre des médecins sur la partie de gestion du dossier patient. Ils ont tout un article assez bien fait sur le sujet. Et pour aller plus loin, je vous ai mis du coup des liens. Donc, il y a un livret qui a été fait tout cybervigilant par l'Inter-URPS des Pays de la Loire. Au départ, c'était les kinés qui ont lancé l'initiative et ça a été du coup décliné pour l'ensemble des professionnels libéraux. Donc, c'est vraiment un petit guide ultra simple, une brochure. Il va faire à peine 10 petites pages en format A5, je crois. Et voilà, et c'est un flyer sur un peu tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, les bonnes pratiques pour les mots de passe, les filtres de confidentialité, l'antivirus, choses comme ça. C'est vraiment le b.a-ba de la cybersécurité. Vous avez aussi du coup les bonnes pratiques de la cybersécurité pour les médecins libéraux. Donc ça, c'est un document qui a été fait par l'ANS et l'Ordre national des médecins. Je vous ai mis le lien aussi. Donc là, voilà, c'est en 3 pages. Pareil, ça vous rappelle les bonnes pratiques. Vous avez quelques liens aussi dans le document. Et puis, dernièrement, au niveau du groupement avec l'ARS et ADN Ouest, il y a une concertation qui a été faite pour produire un guide sur l'intelligence artificielle générative. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel cas d'usage on peut en avoir en santé? Quel est le cadre réglementaire qui est encore parfois un peu flou sur le sujet? Voilà, quelles questions il faut se poser avant d'utiliser une IA générative, justement, dans le cadre de son activité? Des recommandations aussi pour voir quelle IA pour quel usage, et puis bah, comment se faire accompagner, et aussi plein de ressources utiles pour aller plus loin sur le sujet, parce que l'IA, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui rentre de plus en plus dans les pratiques au quotidien. Et autre élément, voilà, pour aller plus loin, ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, il y a le site cybermalveillance.gouv.fr qui est bien fait, qui est accessible, il y a besoin d'être informaticien pour pouvoir comprendre les informations, qui est mis à jour régulièrement. Ne pas hésiter aussi à partager, discuter sur les bonnes pratiques, voilà, ou si vous avez des questions, échanger aussi entre vous, ça peut être intéressant, peut-être d'autres personnes ont des habitudes différentes et peuvent vous partager aussi des bonnes pratiques. Et sur la partie sécurité numérique et RGPD pour les professions libérales, voilà, la CNIL a vraiment des documents spécifiques sur le sujet, adaptés vraiment voilà, pour le traitement des données quand on est en cabinet médicaux ou paramédicaux. Il y a aussi par l'ANS qui a fait un mémento pour tout ce qui est les questions en fait, à poser à son prestataire informatique quand on est voilà, professionnel de santé et qu'on exerce en libéral. Mes fournisseurs, comment je peux les challenger, quelles questions je peux leur poser pour m'assurer qu'au niveau sécurité informatique, ils ont quand même des bases. Et puis voilà, la CNIL qui fait aussi un guide sur la protection des données personnelles. Voilà, j'ai été un petit peu vite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On a un peu de temps, du coup, on a une petite dizaine de minutes pour échanger. Merci à vous. Et si vous voulez, vous pouvez faire des questions par écrit si vous préférez plutôt que qu'oralement, ça peut se faire aussi, hein, n'hésitez pas dans la conversation. Bonjour, je suis médecin généraliste remplaçant. Je me demandais s'il y aurait, en fait, je savais pas exactement quel serait le contenu bon, c'est très intéressant, mais j'avais aussi un petit peu envie d'avoir des informations sur les questions de sécurité vis-à-vis de l'espace santé et des choses liées à ça, quoi, par rapport à ce qui est partagé, par rapport à ce qu'on peut dire aux patients là-dessus. Est-ce qu'il y aurait Par une rapport à session mon espace santé, c'est ça? Oui, voilà, le fait qu'il y ait des choses qui soient partagées automatiquement par les hôpitaux, par exemple, qui chargent systématiquement Mhm. l'espace santé, le fait que les patients ne soient pas forcément au courant de ce qu'il y a dessus, de les informer de qui y a accès, etc. Et nous-mêmes, un peu, enfin, de Hmm. savoir comment c'était sécurisé, comment. Alors, C'est un peu des questionnements sur, effectivement,
J'ai J'imagine des que la collègues question de la sécurité est réfléchie, mais c'est... qui sont plus spécialisés sur mon espace santé, qui peuvent Hmm. effectivement vous indiquer tout ce qu'il y a dedans, tout ça. Après, sur les aspects sécurité, c'est toute une question d'habilitation. En fait, je sais que le patient peut aussi dire qu'il ne souhaite pas que tel ou tel professionnel y accède, il peut restreindre les accès, ce sont ses données à lui. Après, je pense que l'assurance maladie, la CNAM peut du coup, faut regarder s'ils ne sont pas des webinaires du coup. Je sais que pour moi, ils en ont fait. J'ai déjà vu des présentations sur le sujet, justement, de présentation de mon espace santé. Après, il faudrait peut-être plus un penchant, voir côté professionnel. Je peux voir avec mes collègues si elles ont des liens. Je les fournirai des liens vers des webinaires ou des sources qui pourraient répondre justement à vos questions sur mon espace santé. Je vais regarder. Merci Je vais beaucoup. demander à mes collègues. Je vous en prie. Après, ce que je peux compléter un petit peu avec ce que je sais déjà, du côté patient, le patient il est informé si un nouveau professionnel de Hmm. santé se connecte à son espace pour aller consulter les documents. Il y a des Tu vas être alerté notifications tout à le temps. chaque fois qu'il y a un nouveau document. Quand quelqu'un se connecte aussi, je crois. Euh, et il peut aussi, du coup, engager des conversations via justement la messagerie sécurisée qui est à l'intérieur. Mais une fois que le professionnel a envoyé un document, le patient, je crois, aussi peut répondre. Là, je m'avance peut-être un petit peu. Mais je crois qu'il y a aussi une possibilité d'échanger comme ça, justement de façon sécurisée avec le patient. Et c'est le professionnel de santé qui Ça. initie la possibilité d'avoir ce lien et qui peut couper à tout moment pour ne pas Oui, être oui, pour pas être interpellé à tout dérangé, moment par le effectivement. C'est patient. soit suite à l'envoi d'un document, soit le professionnel, effectivement, initie une conversation. Et une fois que la conversation est initiée, le patient, peut rebondir dessus, peut répondre. Et après, le professionnel peut couper aussi pour dire, voilà, on a fini le sujet, la conversation, je clôture. Et puis, comme ça, je ne suis pas ressollicité par la suite, sauf si le professionnel réengage à nouveau une discussion. Au niveau de la sécurité des documents, oui, c'est pas accessible aussi n'importe où, hein, il y a différentes matrices d'habilitation à l'intérieur de l'espace santé. Ce que pose un médecin, un infirmier n'est pas obligé de le voir. On peut sélectionner quel professionnel voit tel document. On peut le cacher pour le patient pour certains documents d'une annonce où on préfère revoir le patient avant pour faire une annonce éventuellement. Et on peut le cacher et où il se débloque automatiquement en 90 jours, je crois. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu sécurisé. Et puis bien sûr, c'est accessible que vous avec votre carte CPS une fois que vous êtes identifié et que par le patient de son côté. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas vu de faille encore massive, à moins qu'un patient se fasse voler ses données ou vous fassiez voler vos données, mais qu'il soit vraiment à un instant T. Il n'y a pas eu de faille massive de sécurité des données relevées à ma connaissance. En tout cas, ils n'ont pas communiqué dessus. Alors, je ne sais pas si ça répondait à vos questions ou si vous voulez plus de Et détails. sinon, mais c'était, enfin, je regarderai effectivement sur l'assurance maladie s'il y a déjà des choses à ce sujet-là, parce que c'est quand même des questions importantes là de savoir comment ça pourrait être utilisé effectivement là via les ben, ouais, comment le patient s'y connecte et si son mode de connexion est détourné, enfin s'il y a quelqu'un qui le pirate, est-ce que du coup il peut y avoir accès? Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça questionne de rendre accessible d'une certaine manière des informations qui étaient euh, uniquement Parce que de nos c'est ordinateurs double jusqu'à là. sécurité, l'assurance maladie renvoie un mail pour avoir un code de connexion. Oui. Ils utilisent une authentification multifacteur pour le coup. C'est pas juste une identifiant mot de passe de mémoire. Il faut du coup, on reçoit un mail ou un SMS. Je crois qu'on peut choisir de mémoire, ou alors c'est que le mail, je ne sais plus. Mais on a du coup un second moyen d'identification. Il faut renseigner un code pour être sûr que ce soit la bonne personne qui se connecte. Ça, c'était sécurisé. Je vous ai mis dans la conversation le lien vers la FAQ, la foire aux questions, du coup, sur mon espace santé. Par exemple, il y a un premier article recommandé où sont stockées mes données de santé contenues dans mon espace santé. Comment sont-elles sécurisées? Ça peut peut-être aussi vous aider à répondre à certaines questions. Gérer mes documents, il y a gérer les paramètres, des choses comme ça qui sont indiquées. Alors, je ne sais pas si c'est plus côté patient, je pense, que côté professionnel, mais ça peut quand même aider.
regarde si je trouve d'autres éléments. Alors, les données de mon espace santé sont-elles hébergées sur le Health Data Hub? Non, c'est quelque chose de différent. Le Health Data Hub, en fait, c'est une plateforme qui centralise différentes bases de données en lien avec la santé. Alors, mon espace santé n'est pas directement hébergé sur le Health Data Hub. Par contre, je ne sais pas, là, ça sort de mon périmètre, si certaines données de mon espace santé sont, elles, du coup, récupérées sur le Health Data Hub, en sachant que le Health Data Hub récupère des données qui sont anonymisées. Il n'y a pas d'informations qui permettent d'identifier les patients concernés. Le Health Data Hub, en fait, c'est finalement une plateforme qui récupère, qui centralise différentes données, enfin, les données qui viennent de différentes autres plateformes. C'est uniquement finalement un outil qui centralise en un seul point les données. L'objectif, il est là. Mais mon espace santé, pour moi, est vraiment hébergé. D'ailleurs, je pense que différemment, je pense. Il est hébergé effectivement chez un hébergeur HDS, bien sûr. Mais il n'est pas hébergé sur cette plateforme. Si vous avez des questions sur le Health Data Hub, je peux vous envoyer un lien aussi. Il y a pareil une foire aux questions qui est plutôt bien faite. Je viens de vous mettre le lien en français. Donc voilà, ça vous permet de peut-être répondre si vous avez des questions sur le sujet, de creuser davantage et de répondre à vos interrogations. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des cas au niveau cyber que vous avez pu rencontrer? On va pouvoir vous libérer, je pense. Et ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Émilie pour Merci à vous. toute cette présentation. Merci à vous d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Café de l'Union sur l'ostéoporose mardi prochain. Voilà, j'en dis pas plus. Vous avez toutes les infos dans vos boîtes mail normalement. Et oui, on pourra vous diffuser le diaporama, Oui, je pense, oui, pas de Émilie. souci. On pourra vous diffuser le diaporama là, aux participants.